Bonjour chers étudiantes, chers étudiants, je suis le professeur Balal Khalid, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous mon cours d'informatique de gestion qui est destiné aux étudiants de 3e année, cycle licence, filière gestion, semestre 6. Alors, donc ce cours s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de l'enquête. Or, le principe de cette méthodologie reste le même, peu importe la discipline. Ce qui va changer, c'est juste les outils et les méthodes utilisées. Et surtout, les méthodes utilisées dans le contexte de la recherche en sciences de gestion. Donc, avant d'entamer cette première séance, on va jeter un coup d'œil sur les objectifs et le programme. Chères étudiantes, chers étudiants, concernant le programme, ou bien concernant les objectifs, le premier objectif, donc les objectifs, vous allez maîtriser le concept de l'enquête, deuxième objectif, vous serez être capable d'utiliser le logiciel Sphinx et le troisième objectif, c'est pouvoir traiter et analyser les données. Tout ça afin de prendre une décision. Donc je répète, le premier objectif, chers étudiants, donc le premier objectif, vous allez maîtriser le concept de l'enquête en respectant une méthodologie ou bien une démarche scientifique. Deuxième objectif, vous serez capable d'utiliser le logiciel Sphinx ou bien vous serez capable d'utiliser un outil informatique qui va vous permettre de créer une enquête de A à Z. Et le troisième objectif, donc, c'est vous allez pouvoir traiter et analyser les données. Tout ça afin de prendre une bonne décision à la fin. Passons maintenant aux diapositives. Donc, le programme de la méthodologie de l'enquête, il est divisé en 3 parties. Dans la première partie, on va voir la méthodologie de l'enquête et les étapes clés de cette méthodologie. Comment préparer une enquête et aussi comment faire la conception du questionnaire. Tandis que la deuxième partie, d'ailleurs c'est la suite de la première bien sûr, donc vous allez apprendre comment collecter les réponses et comment analyser et traiter les données. Et dans la troisième partie, c'est une partie purement pratique. Donc on va découvrir ensemble le logiciel Sphinx. Donc pour que tout le monde puisse comprendre comment créer une enquête à l'aide de ce logiciel. Passons maintenant aux diapositives. On va faire un petit rappel statistique. Donc, d'ailleurs, vous avez des prérequis sur ça en semestre 2. Donc, on va faire un petit rappel sur les 7 termes de statistiques. On va les utiliser dans les prochaines diapositives. Commençons par la population. Donc la population,
Tout simplement, c'est un ensemble d'individus sur lequel va porter l'étude statistique. Autrement dit, la population, c'est un ensemble d'individus sur lequel va porter notre enquête. Deuxième terme, c'est l'individu ou bien unité statistique. Donc, qui dit individu, dit unité statistique. Donc, c'est un élément de la population étudiée. Troisième terme, c'est la taille de la population. Elle est notée grand N. Donc, N, c'est le nombre d'individus constituant la population. Quatrième terme, c'est l'échantillon. Ici, l'échantillon a deux définitions, comme vous le savez. La première définition, c'est que l'échantillon, c'est un sous-ensemble de la population étudiée. Et deuxième définition, c'est un ensemble ou bien extrait au hasard de la population. Tout ensemble extrait au hasard de la population. Donc la première définition, c'est que l'échantillon, c'est un sous-ensemble de la population étudiée, ou bien c'est un ensemble, ou bien c'est un sous-ensemble extrait au hasard de la population. Maintenant, la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon, elle est notée petit n. Le petit n, c'est-à-dire le nombre d'individus qui constituent l'échantillon. Pour le caractère, il nous reste deux termes, le caractère et la modalité. Donc le caractère, soit on dit caractère, soit on dit une variable, c'est la même chose. Donc le caractère, par exemple, le sexe, c'est un caractère, l'âge, c'est un caractère, le poids est un caractère, ainsi de suite. Et pour la modalité, c'est la valeur qui porte le caractère. Exemple. Prenons l'exemple du caractère sexe. Donc, ces modalités, masculin, féminin. Un autre exemple, caractère, situation familiale. Donc, ces modalités, marié, divorcé, célibataire. Bon, maintenant, les questions qui se posent. C'est quoi, d'abord, une enquête. Et pourquoi on utilise une enquête et comment créer une enquête. Donc, pour répondre à la première question, une enquête, tout simplement, consiste à collecter des informations sur le terrain, ou bien consiste à collecter sur le terrain des données primaires auprès d'un échantillon de personnes, afin de prendre une décision. Donc l'enquête par questionnaire, c'est un vrai projet. Il implique des objectifs clairs, aussi une méthodologie et une organisation rigoureuse, une planification précise et bien sûr des investissements parfois en temps et en argent. Maintenant, comment créer une enquête? Pour créer une enquête, chères étudiantes, chers étudiants, donc vous prenez un stylo et une feuille pour prendre des notes. Donc pour créer une enquête, il faut respecter les étapes suivantes. L'étape numéro 1, c'est la préparation d'une enquête. Après, deuxième étape, la conception du questionnaire. Après la conception du questionnaire, il faut collecter les réponses. Et finalement, le traitement des données. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans les prochaines diapositives. Commençons par la première, c'est-à-dire la préparation d'une enquête. Ici, pour préparer une enquête, il faut définir les objectifs.
Donc, définir les objectifs, définir précisément le champ de l'étude. Qu'est-ce que l'on souhaite? Qu'est-ce que l'on souhaite savoir? Qu'est-ce que l'on souhaite étudier? Donc, il faut établir par écrit des objectifs clairs, et précis et opérationnels à l'enquête. Exemple, une enquête auprès des personnes salariées, ou bien enquête auprès des salariés. Donc, l'objectif de cette enquête, tout simplement, c'est de mesurer le niveau de satisfaction et la motivation des salariés. Deuxième phase de la première partie, c'est le choix de l'échantillon. Donc, pour le choix de l'échantillon, ici, là, vous regardez, il y a deux méthodes. Donc, pour le choix de l'échantillon, normalement, il y a plusieurs méthodes. Mais dans ce cours, nous allons focaliser seulement sur deux. La première méthode, c'est la méthode de sélection, choix au hasard. Et la deuxième méthode, c'est la méthode des quotas. Commençons par la méthode de sélection. D'après son nom l'indique, donc sélection, c'est-à-dire on sélectionne des individus d'une façon aléatoire. Ici, chaque individu doit avoir exactement la même chance que les autres pour participer à l'enquête. Deuxième méthode d'échantillonnage, ou bien deuxième méthode d'échantillon, c'est la méthode des quotas. Donc, cette méthode, pour baisser la taille de l'échantillon, il faut baisser le budget et la durée de l'enquête. Donc, on utilise cette méthode des quotas tout simplement pour optimiser le temps, c'est d'une part, et optimiser l'argent d'autre part. Donc, la méthode des quotas, c'est une méthode qui permet de choisir ou bien de sélectionner les individus selon des critères, et surtout des critères sociodémographiques. Par exemple, selon l'âge, selon le sexe, selon le CSP, catégorie socio-professionnelle. L'exemple est le suivant. Donc, revenons à l'exemple précédent, une enquête auprès des salariés. L'objectif, c'est de trouver ou bien de calculer ou bien de mesurer, le niveau de satisfaction et la motivation des salariés selon les salariés mariés, donc selon deux critères. Passons maintenant à l'étape numéro 2. Donc, pour commencer l'étape numéro 2, donc la première phase de l'étape numéro 2, c'est la structuration du questionnaire. Donc, pour la structuration du questionnaire, toujours, il faut commencer par des questions simples. Aussi, il faut laisser les questions difficiles et complexes à la fin, ou bien jusqu'à la fin. Il faut regrouper les questions par thème, c'est-à-dire les questions de fréquentation, les questions de satisfaction, et les questions de vie signalétique, ainsi de suite. Les questions signalétiques doivent être placées en fin de questionnaire. Donc, c'est quoi d'abord les questions signalétiques? Donc, les questions signalétiques, ce sont des questions qui identifient la personne interrogée, ou bien ce sont les questions qui identifient la personne enquêtée. Par exemple, l'âge, le sexe, catégorie socio-professionnelle, l'adresse, ainsi de suite. Les questions posées relatives à l'âge ou aux revenus sont posées sous la forme de tranches ou bien de fourchettes statistiques. Il ne faut pas poser la question « quel est votre âge ?» ou bien « quel est votre revenu ?» Toujours, il faut poser la question de cette façon. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?
moins de 25 ans, de 25 ans à 40 ans, de 41 ans à 60 ans, de 61 ans et plus. Après, il faut limiter le nombre de questions. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas perturber ou bien pour ne pas, décourager la personne enquêtée. 25 à 30 questions au maximum. Passons maintenant à la deuxième phase. C'est le type de questions. Donc ici, pour les types de questions, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle questions fermées. Donc les questions fermées, tout simplement, ils permettent des réponses aisées, rapides et faciles à déployer ou bien faciles à analyser. Donc ils permettent des réponses aisées et faciles à analyser. Maintenant, les types de questions fermées. Il y a les questions fermées à choix unique, c'est-à-dire une seule réponse est possible. Exemple, pratiquez-vous un sport? Oui ou non? Donc ici, l'enquêté peut répondre soit oui, soit non. Une seule réponse est possible dans ce cas. Deuxième type de question fermée, c'est le choix multiple. Donc ici, plusieurs réponses sont possibles. Toujours exemple. Parmi les sports pratiqués, lesquels préférez-vous? Football, handball, basket, tennis, autres. Donc ici, on laisse le choix à la personne enquêtée de répondre plusieurs choix. Donc à choix multiple, plusieurs réponses sont possibles. Et le troisième type de questions fermées, c'est à échelle de gradation. Donc, qui dit échelle de gradation, dit on respecte un ordre. Donc, c'est une échelle, on respecte un ordre. L'exemple. L'exemple, c'est les questions de satisfaction. Par exemple, comment trouvez-vous le service? Les réponses, ou bien les modalités, sont les suivantes. Très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant. Donc, on respecte un ordre. Maintenant, les questions ouvertes. Les questions ouvertes, normalement, ici, l'enquêté est libre de s'exprimer librement. Aucune réponse n'est proposée. Exemple, quels sont vos meilleurs souvenirs de vacances? Ici, on laisse l'enquêté s'exprimer d'une façon libre ou bien librement. Donc, il faut rédiger. Mais malheureusement, ce type de question, il a des inconvénients. Les inconvénients sont les suivants. Premier inconvénient, les réponses demandent plus de temps à la personne enquêtée. Et aussi, le déploiement est difficile, il demande une analyse de contenu. Le troisième inconvénient, les résultats sont plus difficiles à quantifier, c'est logique, sauf pour les questions ouvertes numériques. Passons maintenant à la troisième phase de l'étape numéro 2, c'est la formulation de questions. Donc, pour formuler les questions, ici, ce qui est à éviter et ce qui est recommandé. Ce qui est à éviter, ce qui est recommandé, on va commencer par ce qui est recommandé, utiliser les termes appartenant au langage courant, pas de philosophie. Utiliser un vocabulaire simple, précis, formuler clairement les questions. Aussi, demander un seul fait ou opinion par question. Maintenant, ce qu'il y a à éviter. Donc, il faut éviter les formes négatives ou interrogatives. Je vous explique. Les formes négatives, par exemple, ne pensez-vous pas qu'il faut éviter ce type de questions? Exemple, ne pensez-vous pas que? Évitez aussi les questions qui induisent les réponses.
L'exemple est le suivant. Pensez-vous que les enfants doivent se coucher de bonne heure? Donc il faut éviter ce type de questions, parce que les questions, dans ce cas, elles induisent la réponse. Donc il faut éviter ce type. Troisièmement, il faut éviter les choix trop limités dans les questions à choix multiples. Par exemple, pratiquez-vous un sport? Football, basketball, point. Donc j'ai limité le choix. Il faut éviter ça. Donc il faut toujours donner plusieurs choix. Sinon, il faut ajouter autre. Ou bien un autre exemple pour bien comprendre. Parmi les langues suivantes, lesquelles maîtrisez-vous? Anglais, français, italien, espagnol, autre. Dans ce cas, la question est bonne. Mais si on utilise par exemple parmi les langues suivantes, lesquelles maîtrisez-vous? Anglais, français, point. Donc j'ai limité le choix. Donc il ne faut pas faire ça. Maintenant, passons à la formulation des questions. Ce qui est à éviter et ce qui est recommandé. Ce qui est à éviter, ce qui est recommandé, utiliser les termes appartenant au langage courant, pas de philosophie. Aussi, utiliser un vocabulaire simple, précis et précis, formuler clairement les questions. Demander un seul fait ou opinion par question. Maintenant, ce qui est à éviter. Donc, il faut éviter les formes négatives et interrogatives. Exemple. Ne pensez-vous pas que... Donc, il faut éviter ce type de questions. Éviter les questions qui induisent les réponses. Par exemple, pensez-vous que les enfants doivent se coucher de bonne heure? Il faut éviter ce type de questions qui induisent les réponses. Et aussi, il faut éviter le choix trop limité dans les questions à choix multiples. Exemple. L'exemple, c'est par exemple, parmi les langues suivantes, lesquelles maîtrisez-vous? Anglais, français, point. Donc, il faut éviter ce type de questions. Il faut toujours ajouter plusieurs choix. Il faut formuler la question, c'est-à-dire, parmi les langues suivantes, lesquelles maîtrisez-vous? Anglais, français, italien, espagnol, autre. Toujours, il faut ajouter autre pour laisser le choix à la personne enquêtée. Et après, il nous reste la dernière phase, c'est la présentation et le test. Donc, une présentation soigneuse claire, aussi une mise en page optimisée, incite la personne enquêtée à répondre à ce questionnaire. Autrement dit, une présentation claire, soigneuse, donne envie à la personne enquêtée ou bien à la personne interrogée de répondre au questionnaire. Maintenant, le test. Donc, le questionnaire doit être testé en réel. Il faut le faire sur un petit échantillon différent de celui conçu pour l'enquête. Donc, le test doit vérifier soit les termes compréhensibles, il faut vérifier l'ordre logique des questions et aussi il doit vérifier est-ce que le questionnaire conforme à l'objectif recherché. Et voilà. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, notre séance touche à sa fin et merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.